compétition. Voici pour vous, ici et maintenant, Messire Martin, chevalier du Dragon d'Or. C'est pas le champion de tout à l'heure, c'est son cousin. Ils se ressemblent, c'est son cousin, c'est pas le problème. Alors, le temps de mettre son petit micro. Notre monseigneur Jean de Lemont nous a envoyé ici même au château des Allages pour vous apprendre à vous défendre. Et oui, car même si vous avez les intentions les plus pacifistes, un jour ou l'autre, si l'ennemi, par exemple le Faucigny, attaque votre honneur, il vous faudra bien vous battre pour défendre votre famille ou vos enfants. Ainsi donc, nous allons vous montrer quelques petites techniques guerrières qui vous permettront de résister et de survivre aux batailles les plus féroces. Voilà. Alors, avant de commencer, il y a des choses très importantes. Deux choses très importantes. Premièrement, le criquet. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un criquet? Le criquet, c'est ce qui peut vous éviter de vous battre. Donc, si vous avez un bon criquet qui vient des tripes, bien profond, bien rouge, et qui vous fait peur à votre adversaire, peut-être prendra-t-il les jambes à son cou et vous éviter de vous battre. Alors, au peuple des Allages, montrez-moi votre criquet! C'est pas terrible, hein? Ça fait pas très peur. Ça marche pas? C'est l'angoisse, ça marche pas, cassez le truc, qu'est-ce qu'on fait? On se tait. Vous pouvez revenir devant? Alors, bien. Alors les chrétiens qu'on a entendus là, c'était bien quand on va faire l'apéro chez les copains, mais pas quand on part sur un champ de bataille. Un cri de guerre sert avant tout à faire peur à l'ennemi pour lui faire... Il n'a pas peur. Un cri de guerre peut éviter une bataille. Si on a suffisamment de hargne en nous, l'ennemi a peur et fuit. Alors, je veux vous entendre. Je veux qu'on vous entende d'Almas. Un dialogue. J'ai parti un peu en dessous là, parce qu'on a senti que ça revenait, heureusement. Hein. Bon, ça c'est la première chose qui est très importante lorsqu'on va camper en armée. La deuxième chose importante, c'est de savoir se mettre en défense. C'est-à-dire que si l'ennemi nous envoie une pluie de flèches, on va s'en prendre plein de tronchus. Alors il faut se protéger. Comment se protège-t-on? C'est très simple. Derrière l'enfant, on met... Non. Les enfants, on les garde pour les catapultes. D'accord. Non, je veux voir que des avant-bras qui protègent les testons. D'accord? On lève bien ses bras, je ne veux plus voir aucun visage. Lorsque nous dirons ce mot qui est sécurité. Alors au début ça paraît rigolo comme ça, on se dit mais vous verrez que pendant le spectacle vous avez intérêt à vous mettre en sécurité. Très important. Ah, dialogue! Tu peux rajouter un peu de bave et là. Voilà! Ça c'est bon ça! Bien! Voyons. Oui, je crois qu'ils sont assez prêts. Sécurité! Ils sont bien. Ils sont bien. Là-bas, on se côté à l'abri, mais occupez-vous. Après, on tire des flèches par là. Vous verrez, vous verrez. Voyons. Ah, je crois qu'ils sont au top. Tu peux leur expliquer le B.A.-ba, les premières armes. D'accord, les premières armes. Alors, il faut savoir que le problème d'une arme, on ne peut pas la choisir comme ça. Là, si tu vas sur eBay, tu la trouves bien. Si tu n'as pas du tout la picaille, les piécettes. Pour ça, il y a des balles bien pesantes, bien lourdes d'écus d'or et d'argent, tu ne pourras pas te la payer. Le problème au Moyen-Âge, c'est que faire, ça coûte cher. Donc les armures intégrales, pas pour toi. Toi, tu prendras 3-4 chemises, tu les coudras les unes sur les autres, ça va empêcher de couper un peu et tout à fait. Mais c'est pas cher. Alors, dans les armes, pas top, mais pas cher, arme numéro 1. Non, c'est pas un string médiéval, ça c'est une fronde. Alors, une fronde, mon petit homme. C'est peut-être pas assez fort pour lever une épée. Si t'as pas de
sera assez costaud pour lancer le projectile par-dessus la muraille, pour décupler ta force, tu prends la fronde. Alors la fronde, ça coûte pas cher, parce que c'est de la petite ficelle de pote, hein, ça coûte pas cher, avec un petit morceau de cuir, avec le petit bois. Hein. Alors regarde, tu as une petite bouclette ici, tu mets ton petit doigt, c'est pas compliqué. Bon, c'est pas bien compliqué, hein. Tu tiens l'autre, tu le fais tournoyer, au bout d'un moment, t'en lâches un, et ça part tout seul. Alors on a dit partie de rempart. On a dit sécurité. Effectivement, on peut pas tirer aussi loin juste avec son petit bras. Hein. Ça va bien ma balle. On va pas la chercher de ce côté hein. Il est sérieux lui. Vous avez vu, ça marche bien, c'est pas cher. Alors bien sûr, en profondeur, vous mettez... Bon, de l'autre côté, il y a quoi? Il y a juste des arbres et de la terre. Et ceux qui sont derrière, il faut couillonner, et toi, tu es bien planté derrière ta muraille. Là, c'est bon, d'accord? Un autre truc pour couillonner les autres à distance, ne pas trop prendre de risques, les couteaux de lancer. Les couteaux de lancer, c'est bien, on va pas le refaire parce qu'on sort de la jonglerie. On peut passer directement à la hache de lancer, ça c'est génial. J'adore. Alors, là, c'est l'âge de lancer. Alors, l'âge de lancer, c'est super simple. Tu prends un petit coup hasard, tu prends les... Sécurité. Sécurité, madame. Là, c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on a? Comme autre arme de jet, pour pilonner l'adversaire sans trop prendre de risques. Un truc de course-mot bien planqué. Je le vois pas. Ah, il est là. Alors, l'arc, c'est pas cher. Pourquoi? Parce que c'est fabriqué en bois. Oui, parfois les enfants répondent en Chine. Hein, je vous jure, c'est vraiment arrivé. Hein. Il ne faut pas les prendre pour les enfants, les cochons. Alors, non, il est fabriqué donc en bois. Alors, c'est pas cher à la fabrication. Hein. Et puis, bois vif, hein, généralement. Tu prends une petite cordelette en chambre ou en lin. Hein, et après, tu vas t'entraîner pendant 2 ans, tous les dimanches, après la messe. Parce que c'est vraiment l'entraînement. C'est pas facile. Et après, tu es un archer. Voilà. Ce qui est bien avec l'arc, c'est la cadence de tir. Ça dépote, mon pote. Tu peux tirer 12 flèches à la minute. Et ça, c'est bien. Bien, pas cher, mais il faut s'entraîner. Vous avez tout compris? On passe au rival de l'arc. Alors, il est arrivé un petit peu plus tard parce que l'arc est très vieux. C'est l'arbalète. Avec un petit carreau d'arbalète, si vous voulez, monseigneur. Voilà, bien. Ceci, véritable arbalète de chasse du XIIIe siècle. Pourquoi une arbalète de chasse? Parce que celle-là, c'est la plus petite de la famille. Contrairement à celle que tu utilises au haut des remparts, que tu poses sur le rempart et qui est énorme, mais tu ne peux pas trop courir avec. Celle-là, elle est toute petite et tu peux l'utiliser à cheval. Parce que le chevalier, le dimanche, il fait comme le chasseur d'Alinge. Il va à la chasse au caillon. Alors, il prend son arbalète. L'arbalète est dure à mordre. Fais gaffe aux autres parce que tu te bousilles et après, c'est l'arbalète garanti. Alors, le dos droit, tu prends le carreau, parce que ça ne s'appelle pas la flèche. Pourquoi? Parce que sinon, ce serait comme l'arc, c'est plus facile à frapper. Alors, tu prends ton carreau, hop, tu le poses là. Alors, surtout cela, c'est vrai. Alors, l'arbalète, elle est très chère. Pourquoi? Parce qu'elle est compliquée à fabriquer. On voit bien que c'est bien plus compliqué que l'arc. Et en plus, la terre de pièces en terre, voilà. Parce que le verre, ça coûte cher. Voilà. Alors, tu prends ton escalier. J'ai l'escalier à les alages, alors, tu chevauches, tu pars, et tu pars au galop. Et là, tu vois le caillon. Tu vois, c'est qui le caillon? C'est les sangliers. La sanglier, là. Et tu tires. C'est facile à utiliser à n'importe quel campagne public, beaucoup plus facile que là. Par contre, ça coûte plus cher et la cadence de tir est bien inférieure, seulement 3 flèches à la minute. C'est bien, non? Tu prends un enfant pour le cobaye, pour qu'on réfléchisse du même. Merci beaucoup.
quoi les résultats de l'économie coupable? Non. Encore, ça traîne. La justice fait son travail. Bon, d'accord, la justice fait son travail. Alors, on fait comment? Alors, ça. Plutôt. Oh, il est trop énervé. On est petit. Alors, laissez-moi vous expliquer, nous allons faire une démonstration. Une démonstration au tir à l'arc. Alors, combien on avait dit la cadence de tir? Bien, c'est pour voir si vous suivez. Alors, imaginez que je suis une armée en marche. Une armée de chevaliers approche de votre belle cité. Ils sont armés et méchants. Voilà. Et alors, il ne faut pas qu'ils arrivent sur le près du château, parce qu'après, sinon, c'est la panique dans le château. Bon, alors, vaillant. Du haut de son rempart. Ah voilà, alors faites attention, hein. Vous êtes en danger. C'est toi, plus par là-bas. Un peu plus par là-bas. Ardialoche! Alors, un 200 à la minute. Allez, on va faire Ardialoche! Allez, lâche pas! Ardialoche! Voilà. Alors, continue, on lâche pas, quand il est prêt comme ça, on tire dans les électriques. Et quand il est vraiment prêt, Ardialoche! Il y a 3 minutes. C'est qu'un archer, ça ne travaille jamais tout seul. Voilà. Alors, c'est pour l'armée. Bon sûr. Avec une bonne arme, un bon bouclier, tu vois rien. Excellent. Excellent. J'ai pas de fléchette sur moi. Non, ça va. Ah, d'habitude, j'en ai plein. Chapeau. Allez, chapeau. Ça arrive jamais. Ah bah là. Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça. Alors, quand il y a trop d'archers sur les remparts, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique des machines de guerre. On appelle ces meilleurs artisans du travail de bois et on leur dit chargez la catapulte. Et là, s'il est là dans le bois qu'il a fini sa job, quand il tire, voilà, un bon catapulte qui peut envoyer les remparts avec tous les archers qui sont dessus. Au moins les mains là, les archers. Ah, fallait ouvrir la bouche. Ah, c'est très bien ça. Bon, là vous êtes toujours dedans, on est bon là, on est bien installé. Quelqu'un veut qu'on lui amène un rafraîchissement? Ah, je déconne. Alors, les armes suivantes. Les armes qui coupent les membres. Les armes qui cassent et qui brisent les os, qui les mettent en les armes favorites. Alors, arme numéro 1. D'abord, elle est là. Hein? Ça en impose ça, hein? Vous savez ce que c'est ça? C'est un maillet de guerre. Un maillet de guerre, à la base, c'est pas une arme. C'est un outil de travail. Comme beaucoup d'autres travail qui a été décliné en arme, ça sert à planter des piquets en maillet de guerre. Vous faites une palissade autour de votre enfant pour vous protéger. Sauf que si vous êtes attaqué et que vous n'avez rien d'autre dans la main, vous pouvez utiliser un maillet de guerre. L'avantage du maillet de guerre, c'est le facteur psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire, le facteur psychologique? La guerre psychologique, c'est faire peur à l'adversaire. Je vous montre, vous prenez le premier qui arrive, le plus gros de préférence. Vous faites tournoyer le truc comme ça, petite volette, et après, tu montes sa tête aux autres. Allez, c'est jour de fête aujourd'hui, les gars. Et alors les enfants, sécurité!
c'est une arme. Ouais. Je parle pas du lâchette, je parle du lâche de guerre. Maudit, tu vois ces armes-là, on s'en sert pour couper du bois. Ça l'abîme, ça émousse la lame. Ça c'est fait pour couper un bras, une tête, ou alors une jambe. L'adversaire il a fait un bon travail quand tu leur as mis notre jambe. Ah c'est bien, par contre c'est un peu lourd, alors il faut que les premiers coups soient les bons parce que comme c'est long à réarmer, tu vises direct la tête. Et tu défais. Ça c'est bien. C'est efficace. Ah, ouais, ça c'est pas mal ça. Bah ça, tu sais ce que c'est. C'est quoi? Un féodard. Il y a des érudits en matière guerrière par là. Alors le féodard, c'est génial, parce que ça fait super mal. Et tu peux décupler ta force un petit peu comme tu sais avec la force tout à l'heure. Voilà, tu fais tout ce que tu as à la maison. Et avec ça, tu peux atteindre des parties de l'adversaire que tu ne peux pas atteindre avec un normal, par exemple. Si le bonhomme là, c'est mon adversaire, si je le tape comme ça sur le côté, ça va le fouetter dans le dos. Ça le bousille, hein. Ça, le mec, il n'a pas été plus malin, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Un enfant pour leur montrer comment ça fusille. Arrête avec les enfants, on a déjà plein de problèmes. D'accord, les enfants. Pardon. On passe une démonstration très professionnelle. Une démonstration, vous voulez une démonstration? Je me demandais quand est-ce que vous allez me demander parce qu'il y avait un maximum de blabla, puis même moi je commençais à m'ennuyer. Hein. Et une grosse démonstration bien sanglante. Tu aimes comment le steak? Mignon. Allez, c'est parti. Bien, du coup vous avez retenu les petits coups spéciaux qui sont sympas avec cette arme-là. C'est de venir prendre les parties inaccessibles de passe. Alors, voyons. Il y a une grotte. C'est bon? Ok, bien. Allez. Alors toujours avant un combat, il nous faut nous charger. Alors je vous entends très fort. Ardiennage! Un cri de guerre, ça sert aussi à remonter ceux qui sont en première ligne. Ils se sentent poussés par les copains, c'est bien. C'est important de pousser les copains. C'est vrai copains? Allez, c'est parti. Je vais t'aider. Rendez-vous la main s'il vous plaît. Merci. Alors il faut savoir que la première main qu'on voit voler sur un champ de bataille fait souvent rire, mais ça devient très vite lassant. Vraiment après, aucun humour. Bien. Est-ce que ça vous allait comme démonstration? Non, vous êtes sur un champ de bataille, vous voulez en voir plus? Moi je vais lui faire mal. C'est bien, mais il faut faire mal. Ça. Bien. Alors nous allons exceptionnellement séparer le public en deux, histoire de faire deux clans bien distincts. Alors on va dire par exemple, là on va tracer une ligne comme ça, et tous ceux qui sont de ce côté-là, vous avez vraiment de la chance car vous êtes avec moi.
vraiment désolé pour votre champion. Désolé. On va lui faire mal. Non, non, je pose la question. Ah, c'est pour le chevalier avec de la fumette. On en reparle dans Parce un que quart moi, d'heure. j'en prends pas les coups. Je les donne. Parti alors. C'est un grand malade, là, ce type, là. Il a dû prendre un coup sur le teston. Allez, derrière. Voilà qui fait que t'as fait. Je suis vraiment désolé. Par derrière. Je dirais que si mes calculs sont exacts, j'ai un peu haut bouclier, puis bah il n'a plus rien. Ça c'était petit. À quelques plaisirs égoïstes, il s'agissait simplement d'une petite démonstration. La flotte, les jongleurs, ils ont... Alors, passons au chapitre 3. Après les armes de jet, après les armes lourdes, un exemple d'arme lourde par exemple, c'est quoi qu'on a vu? Une hache par exemple, une hache, quoi, un fléau. Et non, l'épée c'est pas une arme lourde, c'est une arme noble. Et heureusement aujourd'hui vous avez un homme pour vous présenter les armes nobles. Tout comme on avait pris un cours pour vous présenter les armes lourdes.
tu m'apportes à boire. C'est mon cousin de jongleur. Viens. Voyons, une à une main, s'il te plaît. Les épées. Alors les épées, il en existe une infinité. Des grandes, des petites, des moyennes, des larges. Il en a vraiment beaucoup. Elles ont toutes par contre en commun qu'elles sont munies d'une lame. Attends, on n'est pas encore à cette épée-là. Elle est donc munie d'une lame avec une partie tranchante pour les attaques de tranche. Je vois pas ce qui est rigolo là-dedans. Et une attaque pointue pour les attaques d'estoc. J'ai l'impression que c'est une classe très difficile. Bien. Ensuite, chaque épée est munie d'une garde qui est composée de deux petits quillons qui servent à protéger la main mais aussi à mettre des coups dans le teston. Ça marche très très bien. Nous avons ensuite le manche et le pommeau. Le pommeau qui a plusieurs utilités puisque d'une part, elle va équilibrer la structure et d'autre part, on peut y mettre des saintes reliques à l'intérieur, comme une dent de Monseigneur Saint-Denis ou de vêtements de la Vierge Marie, et l'épée prend tout de suite une dimension plus symbolique. Et ses coups ont beaucoup plus de puissance. Ensuite, les forgerons, il faut savoir que les forgerons, au début du Moyen-Âge, ne savaient pas très bien forger. Et c'est pour ça qu'on a des épées courtes, avec souvent des lames très épaisses. Après quoi, ils ont bien progressé. Et maintenant, ils nous ont sorti, par exemple, apporte-moi une bataille. Ils ont sorti une épée qui est quand même particulièrement légère, fine et efficace. Voyons, une épée, bâtard. Et il apprend vite. Une épée, bâtard. On la nomme bâtard parce qu'elle se situe entre l'épée à une main et l'épée à deux mains. Du coup, c'est une épée un peu bâtarde. Tu peux faire des gros trucs de gros bâtards avec. Par exemple, tu vas te battre contre ton adversaire et après tu termines ton épée et tu dis ah c'est vrai que tu ne peux pas. Et quand il arrive au dernier moment, c'est ce que tu fais. Sachant qu'il y en a plein qui essayent, qui se coupent une main. Ça marche plus après. On peut rattraper l'épée, c'est fini. L'épée bâtarde, elle est un tout petit peu plus longue. Elle est munie, celle-ci, par exemple, d'une gorge plus ou moins profonde. Savez-vous à quoi elle sert? Alors certains me disent à évacuer le sang. Bon, c'est sympa aussi. Mais c'est pas son utilité première. Son utilité première est d'alléger la structure pour avoir une épée plus légère. Car enfin, les forgerons nous amenaient le summum de la technologie, moderne. L'épée à deux mains. Vaillant, tu auras fini de te recroyer. Ah ouais, c'était pas facile à dire, mais regardez ça comme c'est beau. Ça va, je pars. Voici l'œuvre des forgerons à la fin du Moyen-Âge. On a une épée qui est résistante, qui est flexible, qui prend bien les coups, qui les donne surtout beaucoup. Il faut savoir que l'épée est un art chrétien. Il s'agit de beaucoup donner et peu recevoir. C'est important. Mais moi, je vais essayer de ne pas parler autant que Vaillant et tout de suite vous proposer une petite démonstration. Parce que là, ça fait quand même 3 fois qu'il se fout de mon tronchu, donc là, je vais quand même lui taper fort. Mais d'accord, hein? Vaillant, allez, tu as un petit défi. Cette fois-ci, je te conseillerais de mettre la classe. Laisse parler comme on est. Alors, quand on part à la guerre, il est important de bien s'équiper en protection. On met un casque, je dirais pas que c'est le plus important. La pièce la plus importante est sans doute ceci, le gant. Savez-vous pourquoi? Parce que quand le doigt il trouve tout écrasé au fond du gant, on le ramène à la maison. Alors que le casque, s'il tombe, la tête elle tombe avec, c'est foutu. Hein. On ramène rien nulle part. Ça c'est pratique. Hein.
On range les doigts au fond des trous, puis après on les ramène. Parfait. Vaillant, es-tu tout prêt? Je me sens en forme. Vous avez vu ça les petits? On va lui faire manger de l'acier. Ouais, bravo. J'ai peur, hein. J'ai voulu fendre en jeu, d'habitude ça marche à tous les coups. Allez, on va fendre de la chevaliette. On va pourfendre de la blondinette. Allez, vous êtes prêts à les humilier? D'abord, le sera pas de lui. Très triste. Non, je pensais qu'il... Dans les règles de la chevalerie, ça. Et encore une fois qu'il y a gardé, c'est maintenant qu'ils vont finir. Qu'un chevalier ne se met jamais à déchanter. Tant pis, la victoire n'en sera que plus grande. Et on a gagné facilement. C'est un peu trop aujourd'hui là. Moi je ramasse un max. Hein. Toi t'es avec moi? Vas-y.
Voilà. C'était une petite présentation d'armes. J'espère que vous avez pris des notes car ce sera très important le jour de l'attaque. C'était pour vous ici et maintenant les saltimbanques de Savaudia. Voilà. Alors nous vous souhaitons une très bonne journée. Dans le rôle du chevalier. Oui. Monsieur Martin. Le premier spectacle, comme vous avez pu le noter sur le programme, sur les petites lignes écrites en tout petit en bas, on n'a pas du tout respecté le timing. Et le programme, il faut dire qu'il est là que pour faire plaisir. Parce que nous, on est pas ça avec le programme. Ceci dit, c'est maintenant un jour spécial, très spécial. Car aujourd'hui, c'est la fête des mamans.